Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Admirare. J'invite les gens que j'admire, des images qui m'ont permis, qui me permettent encore de m'éveiller. Que cachent ces images? Qu'est-ce que ces images disent de nous? Je me change en miroir pour, je l'espère, mieux le dévoiler. On est bien là, il y a un petit courant d'air. Je reviens à une deuxième partie qu'on a un petit peu évoquée à la fois en off et puis pendant les premières minutes. C'est que finalement, moi je vois pas de différence entre le récit et la vie, ni entre les règles du récit et les règles de la vie. Et il y en a une que j'adore, parce que c'est aussi le sentiment que j'ai eu en vous lisant, c'est que tout est signifiant. Et alors je sais pas si vous avez cette obsession de la signifiance, moi je crois, et je crois que ça ennuie mes proches, j'ai cette obsession de la signifiance, que ce soit psychologique ou dans les récits, et je crois que tout est signifiant, et qu'après on travaille notre regard à le percevoir. Mais c'est vrai que c'est pas nécessairement facile à vivre pour les autres, je vous laisserai réagir là-dessus, mais la première règle qui m'a interpellé, c'est la règle de Buster Keaton, qui est les rires doivent être dans la salle, et pas sur scène, que j'ai fait mienne complètement. Si je fais une blague, je m'interdis de rire. Et que j'ai aussi transformé en extension, c'est-à-dire les larmes doivent être dans la salle et pas sur scène. Je sais pas si vous avez aussi, si vous percevez cette règle-là. Et un exemple qui me parle particulièrement, c'est Al Pacino dans une des scènes de fin du Parrain 3, quand sa fille meurt et qui pleure, mais sans pleurer, sans réussir à émettre un son de voix, c'est bien plus fort que s'il pleurait, et nous, en revanche, on pleure. Et donc ça, je trouve que c'est une belle règle à la fois du récit, c'est-à-dire que ça marche beaucoup mieux, clairement on comprend que ça marche beaucoup mieux pour le spectateur de voir quelqu'un qui retient ses émotions, et donc nous on les retient pas, et donc il nous fait ce cadeau de les retenir pour que nous on puisse avoir notre catharsis, et en même temps je trouve que ça dit quelque chose d'une règle de la vie qui est de la bonne distance avec l'autre, la bonne distance avec aussi nos propres émotions. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors sur le sens, sur tout est signifiant, oui. J'ai la même obsession que vous, ou la même conviction que vous. Et oui, j'ai un cerveau qui cherche et qui trouve, peut-être heureusement ou malheureusement, du sens partout, tout le temps. Mais c'est pas uniquement une question de sens, c'est aussi une question de causalité. Moi, je suis passionné par les rapports de causalité et je cherche toujours, surtout face à un problème, ce qui peut l'avoir causé, parce que c'est le seul moyen de résoudre le problème. C'est de connaître la cause exacte. Si vous ne comprenez pas quelle est la cause exacte d'un problème, vous n'arriverez pas à le solutionner, à mon avis. Et sur l'émotion, oui, bien sûr, l'émotion doit être dans la salle, pas sur l'écran. Alors ça nous empêche pas dans l'institutrice, dont ma bande dessinée, la bande dessinée que j'ai faite avec Carole Morel, on va peut-être en parler. Il y a un moment où la protagoniste pleure, sans qu'on sache exactement ce qui déclenche ça. Mais c'est évident que c'est pas parce que les gens rient sur un écran que c'est drôle, et c'est pas parce que les gens pleurent sur un écran que c'est triste. Je sais pas si vous avez remarqué, quand quelqu'un est très très triste, mais je parle même pas en fiction, je parle au journal télévisé, quand quelqu'un a beaucoup de peine, eh bien, on le voit essayer de retenir ses larmes. Il n'en fait pas des tonnes. Il n'est pas comme la tragédienne ou la cantatrice qui lance le pied en avant, il lance son bras et fait voilà, en fait il n'est pas ostentatoire. Il retient ses larmes. Et c'est quand il retient ses larmes qu'on comprend à quel point il est touché et qu'on peut être touché soi-même. Je me souviendrai toute ma vie de ce jour où, toujours aux actualités, hein, au journal télévisé, on, on interroge le père et la mère d'une enfant qui a été assassinée. Et ils étaient en larmes. Ils étaient en larmes. Mais je trouve qu'elle en faisait trop.
je trouve que ses larmes, elle les retenait pas. Elle jouait mal, en fait. Je trouvais que c'était pas bien joué. Et un mois plus tard, on a découvert que elle et son mari l'avaient tué, la gamine. Bah, c'est drôle, du coup ça devient drôle. Donc je vais pas dire que c'est pas grave, mais c'est évidemment grave le meurtre d'une enfant. Mais en fait, vous avez senti la fausseté. Ouais. Ok, alors la deuxième règle, et là je me heurte en fait un petit peu à la difficulté que j'avais évoquée au départ, de rendre la complexité de ce que vous évoquez, parce que pour chaque règle ou chaque phrase, on pourrait, à mon avis, passer 1 heure si vraiment j'avais pris le temps de décortiquer, d'aller chercher toutes les références, etc. Et particulièrement celle-ci, alors je sais plus de qui elle est, mais je suis sûr que vous allez vous souvenir. Écrire, ce n'est pas ouvrir une veine, mais c'est apprendre à canaliser le flux. Et alors, très vite, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça juste, évident. Et puis progressivement, encore une fois, avec le temps qui passe, je me suis rendu compte que cette règle, elle avait aussi une analogie avec la vie. En fait, c'est la même que les émotions, c'est-à-dire si à chaque fois on attend que la veine soit pleine pour qu'elle explose et qu'on gère une veine en pleine explosion, finalement, on ne travaille jamais sur les causes, on règle jamais les problèmes, et donc on se confronte toujours à des explosions de veine. Alors qu'à mon sens, ça a beaucoup plus de sérénité et de tranquillité que de gérer le flux. Et ça peut dire qu'il va pas y avoir de haut et de bas dans la vie, parce que si vous prenez des risques dans votre vie, il va y avoir des hauts et des bas, parfois des très hauts et des très bas. Mais en tout cas, vous allez vous construire une capacité ou une résilience, pour le dire comme ça, c'est le meilleur mot, résilience psychologique, qui va vous permettre d'accepter, plutôt d'absorber même, ces hauts et ces bas. Voilà, je vous laisse la parole là-dessus. Alors cette phrase, elle est de moi. C'est facile de trouver la source. En fait, c'est d'en construire un récit. Au début de construire un récit, je cite un journaliste américain qui s'appelait Ray Smith et qui disait, et c'est un mot assez connu aux États-Unis, il disait « Écrire, c'est facile, il suffit de s'asseoir à sa machine à écrire, bon à l'époque il n'y avait pas de traitement de texte, et s'ouvrir une veine. Point. » Et moi je dis « Ouh là là, pop, 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 oui, d'accord, il faut s'ouvrir une veine, je veux bien, surtout si on veut faire de l'art, c'est-à-dire si on veut parler de soi, hein, si on veut faire un travail, oui, artistique, mais ça suffit pas. Il faut aussi canaliser les giclées de sang. Parce que si vous vous contentez de vous ouvrir une veine, ben, ça peut donner du grand n'importe quoi. Donc mon propos, c'est de faire ce que Billy Wilder suggérait. Il dit un scénariste, c'est à la fois un poète et un comptable. C'est quelqu'un qui... Et on n'arrête pas de faire ça quand on écrit, consciemment ou inconsciemment. On est dans l'hémisphère droit, c'est-à-dire dans la giclée de sang, dans la poésie, dans la spontanéité. On trouve des idées formidables, ça gicle, ça gicle, ça gicle. Et puis, de temps en temps, on passe à l'hémisphère gauche, qui connaît bien les règles, qui cadre, qui est le comptable. Et on analyse ces giclées de sang et on les canalise et on corrige, on élague, voilà, on cadre. Et si vous ne faites pas ce travail d'aller et retour, tout à l'heure je vous disais ET, hémisphère gauche et hémisphère droit, poète et comptable, et ben vous vous retrouvez qu'avec des giclées de sang, et à mon avis ça ne fonctionne pas. Oui, alors je résiste pas au plaisir de citer Godard qui disait quand on fait du cinéma, on a un pied dans l'art et un pied dans l'argent, parce qu'effectivement lui en plus il vivre en Suisse, et donc il faut faire le change tous les jours, puisqu'il se payait en euros pour vivre en Suisse. Oui, moi sur mon sujet, j'ai envie de dire, quand on fait du cinéma, on a un pied dans l'art et un pied dans l'artisanat. Alors pourquoi pas l'argent aussi? Mais pour moi, l'artisanat, la partie artisanale de l'art, c'est la partie comptable, c'est la partie hémisphère gauche, c'est la partie canaliser les giclées de sang. L'artiste pur, et Peter Gabriel avait une... bon, pour ceux qui nous écoutent, Peter Gabriel, c'est un musicien qui était l'un des membres de Genesis dans les années 70, et puis qui ensuite a fait une carrière solo assez brillante.
Et il disait, je le cite, je ne sais plus les mots exacts, mais il disait l'artiste qui, genre, je ne sais plus la formule exacte, j'aimerais bien la retrouver. Ouais, bah si vous la retrouvez. Mais en gros, l'artiste qui ne compte que sur la liberté pure se casse la gueule, ou quelque chose comme ça. Et je pense que voilà, art et artisanat, les deux sont indispensables. Ouais, j'aurais pas tout à fait dit. Pour moi, c'est vraiment les deux pendants de la même pièce. C'est-à-dire, quand on. Et d'ailleurs, c'est une façon différente d'approcher les choses. Pendant quelques années, j'ai coaché des jeunes sur leur orientation, etc. Et je leur disais souvent, pour tous ceux qui abordaient les sujets d'art, qui se projetaient dans des métiers comme l'architecture ou comme le design, etc., je leur disais, il y a deux façons d'approcher les choses. Soit vous vous dites, j'ai des grandes idées, un peu comme Saint-Laurent qui avait une idée de la femme, etc. Et puis qui ensuite cherchez comment les matérialiser dans le concret. Soit à l'inverse, il y a des gens qui n'ont pas d'idées, mais qui ont un ressenti, qui ont envie de travailler une matière, qui ont envie de travailler un objet, et à force de le faire, ils en tirent, ils comprennent les idées qu'ils en ont. Pour moi, l'art et l'artisanat, c'est vraiment la même chose. C'est juste que peut-être, c'est vrai, il faut du temps pour qu'un artisan devienne un artiste, et un artiste qui n'est pas capable de se mettre au niveau de tout le monde, en fait, et de le matérialiser, finalement reste dans les idées et fait pas grand-chose à mon avis. Alors, en fait, non, pour moi, c'est pas la même chose. C'est indissociable, ne serait-ce qu'inconsciemment. C'est-à-dire que un artiste, avec l'écharpe là, et le pied en avant, il fait forcément de l'artisanat. Il va faire forcément de l'artisanat, peut-être sans s'en rendre compte. Et un artisan aura une dimension artistique, peut-être aussi sans s'en rendre compte. Mais ce sont quand même deux activités, pour moi, deux démarches, deux positions différentes. Et il y a un film réalisé par Woody Allen et écrit par Woody Allen et Douglas McGrath, qui s'appelle, dont j'analyse dans l'essence de la comédie, qui s'appelle Coup de feu sur Broadway, qui est pour moi l'un des meilleurs films réalisés par Woody Allen, et qui parle très 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 bien de ça. Parce que le protagoniste qui s'appelle David, qui est joué par John Cusack, c'est un dramaturge, il n'arrête pas de proclamer qu'il est un artiste. D'ailleurs, ça commence comme ça. Le premier dialogue du film, c'est I'm an artist, qu'il dit à son producteur-manager, et parce qu'il a de grandes idées sur la vie, voilà. Bon, d'ailleurs, il traîne avec à Greenwich Village. C'est un film qui se passe dans les années 20, 30, je sais plus. Mais ils traînent avec des intellos et ils refont le monde et ce sont des artistes. Bon. Eh bien, il va se rendre compte que pour être un artiste, il faut aussi, c'est vraiment le sujet du film, hein. Il va se rendre compte qu'il faut aussi être un artisan. Et en fait, il va se rendre compte qu'il n'est pas fait pour ce métier. C'est assez, moi j'adore, hein. C'est savoureux. C'est souvent savoureux, Woody Allen. Alors, il y a un troisième thème que j'adorais dans vos livres, qui à mon avis est une vérité générale aussi, mais c'est très très bien dit, c'est très subtil. Vous le dites très clairement, la liberté n'est pas une rébellion. Et donc, j'explique en deux mots. La rébellion, c'est se rebeller contre quelqu'un, et donc c'est encore se positionner ses désirs, positionner sa trajectoire par rapport à quelqu'un d'autre. Donc c'est encore être dans le rapport de force. Et moi, je dois dire, quand je l'ai lu, c'était la première fois que je l'ai lu de manière aussi claire, et c'est rigolo, est-ce que vous aviez conscience, au-delà de l'éducation de scénariste ou d'auteur, aussi d'éduquer des gens? Voilà, il y a deux questions, deux sujets. Alors, sur la liberté, sur la rébellion, oui, en fait, c'est un classique, mais ça, c'est un classique en psychologie. C'est que quand vous êtes dans la soumission ou dans la rébellion, vous n'êtes pas libre. Ou plus exactement, on dit, le mot, c'est autonome. Vous n'êtes pas autonome. Pour être autonome, il faut être ni soumis, bien sûr, mais pas rebelle non plus, puisque, en effet, vous vous positionnez par rapport à quelqu'un d'autre ou à quelque chose, et donc vous n'êtes pas indépendant. Et c'est pour ça que moi j'ai aucun problème avec les règles. Ça m'a jamais, pour moi les règles,
les règles, ce sont mes copines. Ce sont des alliés, les règles. Je sais que les règles, ça fait peur aux artistes avec un grand A, qui veulent être libres, qui aspirent à la liberté. Alors tout à l'heure, je vous disais que mes valeurs cardinales, c'était égalité, authenticité, gratitude, universalisme, ouais. Liberté, j'adore. La liberté, c'est une valeur, c'est l'une de nos valeurs républicaines. Mais moins. Je suis pas fasciné par la liberté, en fait. Et en partie parce que je pense que personne n'est libre. Je suis comme Spinoza, je pense que le libre arbitre n'existe pas, et que la liberté est souvent une illusion, et je vois, enfin je crois voir chez beaucoup de gens qui parlent de liberté, ils sont tout sauf libres et qui sont en prison, en fait. Bon. Mais pas une prison matérielle, une prison psychique. Donc, bon, pour moi, la liberté, c'est toujours très relatif. Mais c'est pour ça que j'ai aucun problème avec les règles, et je pense que les règles sont là pour nous soutenir, nous, auteurs, et pas du tout pour nous contraindre. Mais je comprends, j'entends que beaucoup d'artistes avec un grand A ne supportent pas les règles, et d'ailleurs quand ils les supportent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils les insultent, ils les appellent des recettes. Très très vite d'ailleurs, le discours est fabuleux, et observez le discours, ça commence par règle, et je vous jure, en 2 minutes, le mot recette fait irruption dans le débat. Qui veut noyer le chien de son voisin l'accuse de la rage. Hein. Donc moi j'ai pas de problème avec les règles, et bon. Et sinon le deuxième sujet c'était est-ce que vous aviez conscience d'éduquer les gens? Oui, humainement. En fait j'avais conscience de faire à ma petite échelle, parce que c'est pas du tout mon ambition, mais de faire fatalement de la philosophie en écrivant ces livres, en fait. Parce que on peut pas parler du récit sans parler de l'humain. C'est complètement lié à l'humain. Et même plus généralement à la vie sur Terre, à la vie des organismes vivants. Parce qu'il y a du récit chez les animaux, il y a du récit chez les plantes. Et donc forcément, et je ne fais que ça, je m'intéresse à l'humain sur 500 pages. Et donc je m'intéresse à la psychologie fatalement. Et donc à la vie, et donc à la philosophie. Donc oui, il y a quelque chose de... Mais en fait, c'est marrant parce que mon ambition, consciente en tout cas, hein, peut-être qu'après inconsciemment, je suis totalitaire et que j'ai envie de dominer le monde, et bon. Mais consciemment, mon intention, c'était de rendre service. Alors en fait, me rendre service à moi, hein, et puis rendre service aux autres. Mais voilà, c'était... D'ailleurs, la générosité fait aussi partie de mes valeurs cardinales. Voilà, rendre service, et peut-être qu'en éduquant l'autre, enfin éduquant en instruisant l'autre, on lui rend service aussi. Alors, vous avez aussi évoqué une chose, à chaque fois que parce que j'ai une petite anecdote, quand j'ai commencé à écrire, un jour je suis dans un café, j'ai la dramaturgie avec moi, que je suis vraiment en train de penser chaque phrase, etc. Et puis du coup, je m'arrête parce que je vais voir le livre ou la pièce dont vous parlez, etc. Donc ça me prend beaucoup de temps, voilà. Et je rencontre quelqu'un qui a mon âge, un garçon qui a mon âge, et qui lui, à l'inverse, fait exactement l'inverse, c'est-à-dire il va tourner un premier film, il fait et il me dit mais moi les règles, bon. Et tout de suite, moi, intuitivement, j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose qui me dérange avec ça. Et finalement, comme c'est quelqu'un de sympathique, je me retrouve invité à participer à un tournage avec des amis à lui. Et en fait, quand on arrive, il nous explique que chacun doit inventer son personnage et qu'à la fin, ça va faire une histoire. Alors je vois votre tête, effectivement. J'ai fait à peu près la même tête que vous, mais masqué à l'intérieur. Et en fait, quand je leur ai posé des questions, finalement, ils ont choisi de pas me prendre. Parce que effectivement, moi, j'avais pas besoin tellement
de cadre, j'aurais aimé avoir un cadre, mais même s'il n'y avait pas de cadre, j'étais ok pour m'amuser et tenter l'expérience. Mais mes interrogations naturelles ont fait qu'ils se sont sentis menacés par mon questionnement et qu'ils ont préféré ne pas me prendre. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite anecdote et c'est rigolo, mais ça me rappelle aussi une autre chose que j'ai apprise grâce à. Terminé, vous l'avez vu? Est-ce que, alors, oui, vous étiez le diable ou le cheval de Troie, mais vous avez vu le film terminé? Non. C'est dommage parce que, en fait, il arrive que des gens qui... Alors c'est un débat que j'ai beaucoup avec Francis Weber, si vous avez lu l'entretien à la fin de l'essence de la comédie, sur la connaissance des règles ou pas. Et il arrive que des artistes, des auteurs, qui refusent les règles consciemment, qui ne les connaissent pas et qui veulent pas les connaître, et qui, en fait, les connaissent inconsciemment et donc les appliquent et pondent des œuvres remarquables. Et c'est typiquement le cas de Francis Weber. Francis Weber, il est incapable d'expliquer les règles et il a lu mes bouquins plusieurs fois. Aujourd'hui encore, il ne comprend toujours pas protagoniste, antagoniste. En fait, on en rigole. Mais quand on voit ses films, enfin certains de ses films, les films qu'il a écrits, bon, il n'y a pas photo, enfin il n'y a pas de discussion, il les maîtrise. Il y a plein d'artistes qui sont comme ça. Donc les règles, ça n'a aucune importance, c'est même un carcan, ça peut être une posture, c'est souvent un moyen de défense, mais l'inconscient peut faire le boulot tout seul, quoi. Enfin bon, pas toujours, pas avec la plupart, malheureusement pour eux. C'est ce que j'allais vous dire. Je pense que le récit, enfin, je pense que le film était raté, pour être clair. Je pense qu'il n'y avait pas cette connaissance inconsciente. Et puis, je rejoins exactement ce que vous disiez, et c'est ce que j'allais vous dire. Ça m'a permis d'apprendre une chose, c'est que à cette époque-là, je crois, il y avait une fois, comme tout le monde, hein, j'avais une forme de pédance, et ça m'arrivait de dire. Ah, j'aime pas cette règle, ou j'aime pas ce film, ou j'aime pas, ah non, j'aime pas ce réalisateur. Que je dis, alors ça peut m'arriver encore de le dire, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Souvent maintenant, je dis, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il veut me dire, je comprends pas quel est le propos, je comprends pas l'intérêt parfois de l'œuvre, ça me touche pas, ou soit parce que je comprends pas, littéralement, mais le mécanisme psychologique classique, c'est quand on ne comprend pas, quand on sent que c'est pas pour nous, c'est le rejet. Et donc il y a beaucoup de gens qui rejettent les règles aussi parce que vous disiez par posture, parce qu'ils les comprennent pas, ou parce qu'ils se sentent inférieurs de ne pas les comprendre, et donc ils préfèrent les rejeter. Oui, alors en fait, il y a deux rejets possibles. Il y a je n'aime pas cette œuvre et cette œuvre est mauvaise. Et c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai aucun problème avec je n'aime pas tel réalisateur ou je n'aime pas. Alors tel réalisateur, c'est un peu dangereux parce que on peut découvrir de temps en temps une pépite dans son travail, ou inversement, chez Hitchcock, il y a des films qui m'emmerdent prodigieusement, et voilà, bon. Donc, mais je n'aime pas telle œuvre, vous avez le droit de dire vous avez le droit de pas aimer. Ce qui est insupportable, c'est de transformer je en on, et de dire cette œuvre est une merde, ou cette œuvre est mauvaise, ou même cette œuvre est géniale. Moi j'ai des amis, amis entre guillemets Facebook, qui s'obstinent à me convaincre que tel film, je ne citerai pas le titre, est le plus grand film de l'histoire du cinéma. C'est un film qui m'ennuie, moi. Enfin, voilà, bon, qui ne me fascine pas. Il devrait dire, j'adore, c'est mon film préféré. Mais ce n'est pas objectivement D'ailleurs, ne me demandez pas quel est le plus grand film de l'histoire du cinéma, le plus grand auteur, le plus grand cinéaste, le plus grand, etc. Je vous répondrai pas. Je vous dirai, bah, pour moi, personnellement, voilà mes goûts. Et je parle beaucoup de cette question d'authenticité et d'humilité, parce que dire je, contrairement à ce que disait Pascal, mais Blaise Pascal, le philosophe français du XVIIe, il parlait pas du je, il parlait du moi. Il disait le moi est haïssable.
il parlait de l'ego. Mais dire je me suis ennuyé, j'ai beaucoup aimé, c'est une forme d'humilité en fait, c'est que moi, voilà, pas plus. Ce qui est tragique, c'est ce que font beaucoup de critiques, c'est confondre je avec on. Et à chaque fois que je lis on s'ennuie devant tel naufrage, j'ai envie de leur dire, mais c'est qui on? C'est qui? Vous parlez au nom de qui? Dites je. Et j'ai, à propos des consultations, des analyses, du script doctoring, dont je parle beaucoup dans Évaluer un scénario, je suggère aux script docteurs, je leur dis, une fois que vous avez écrit votre compte-rendu de script doctoring, enlevez tous les on et mettez je à la place. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de dire on. Naturellement, on le fait, tout le monde le fait dans la vie. Bon. Faites cet effort, vous vous relisez, vous enlevez tous les on et vous mettez je. Eh bien, je vous garantis que si vous faites ça, vous ne vous contenterez pas de changer la conjugaison des verbes. Ça va aller plus loin que ça. Vous serez obligé de changer la tournure de vos propos. Ouais, je rejoins complètement ce que vous dites, c'est le cas aussi en psychologie. Une des premières choses qu'on apprend, c'est à dire je, et de ne pas dire on, à ne pas dire nous. Pour s'incarner, il faut déjà assumer sa position au monde. Et alors, je sais pas, j'apporterai une nuance sur ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on dit je n'aime pas ce réalisateur, je n'aime pas ce film, moi, il y a quand même quelque chose qui me dérange parce que parfois, et alors par exemple, pour prendre un exemple très concret, j'ai vu le dernier Ken Loach la semaine dernière. Le film dans son ensemble, je pourrais dire qu'il m'a pas extrêmement ému. Voilà, ça c'est un sentiment. C'est vrai, je me suis un petit peu ennuyé parfois. C'est pas l'intrigue la plus percutante de Ken Loach, alors que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Pour autant, à l'intérieur de ça, il y a plein de choses qui sont merveilleuses. Et en fait, le fait aussi de mettre tout dans tout dans un ensemble, c'est ça qui est dérangeant et qui, à mon avis, est nocif. C'est du même ordre que ce que vous disiez, c'est-à-dire dire ah, il y a le meilleur film, il y a le meilleur réalisateur, mais ça n'a aucun intérêt. C'est un raisonnement qui est tout, qui permet tout sauf l'émerveillement, la découverte. Or, tout l'intérêt des œuvres, c'est de s'émerveiller, de découvrir, de se connaître. Et donc à partir du moment où on met comme ça des choses sur des piédestals, on dit il faut voir ça, il faut comprendre ça, ce film est le meilleur, je trouve que déjà on cadre l'expérience du cinéma ou l'expérience de la littérature ou que sais-je dans un espace qui est pas très intéressant en fait. Et je trouve ça assez enfermant en fait pour des gens qui n'ont pas nécessairement la liberté de se dire en fait je m'en fous des critiques. Vous voyez, il y a un livre d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez lu, qui a eu le prix Renaudot des essais il y a quelques années, qui pour les gens comme nous, je pense qui sont passionnés de dramaturgie, est hilarant. Ça s'appelle Très cher cinéma français ouais, alors j'ai plus l'auteur là, de Eric Nehoff, et c'est extrêmement savoureux, c'est très très drôle parce qu'il asticote pas mal les critiques. Oui, j'entends que je n'aime pas ce film ou je n'aime pas cet auteur, c'est lapidaire. Je suis d'accord avec vous. Après, souvent, il y a des éléments qui nous plaisent dans un film, donc la formule moins lapidaire, ce serait globalement, j'ai pas été emballé, mais il y a 2-3 moments qui m'ont plu, blablabla. Bon. Maintenant, il y a quelques films où on peut dire non, je n'aime pas du tout. Donc pourquoi pas, donc ça dépend. J'ai un petit bémol sur ce que ça nous apporte dans la vie, c'est que, alors, c'est peut-être une phase, mais c'est vrai que pendant un moment, j'ai eu le sentiment de beaucoup moins apprécier les œuvres. Enfin, je corrige ce que je dis, d'être plus exigeant. C'est-à-dire, à partir du moment où, et alors c'est un enfer pour ma copine d'aller au cinéma avec moi, elle se plaint tout le temps, parce qu'à chaque fois qu'on sort du cinéma, elle me dit t'as aimé? Et je dis tu veux la vraie réponse? Ou tu veux que je te dise ce que t'as envie d'entendre? Mais non, j'ai pas aimé, j'ai jamais aimé. Le dernier film que j'ai aimé, c'est Yannick. Je trouve que c'est un des meilleurs films des 5-10 dernières années, film français. Mais sinon, souvent, je trouve ça extrêmement mal fait. Mais parce que, en partie grâce à vous, j'ai un référentiel qui est Lubitsch, qui est Chaplin, etc. Vous devriez dire en partie à cause de moi, pas grâce à moi. Alors c'est vrai que la connaissance des règles rend plus exigeant. Ça c'est indiscutable. Mais la bonne nouvelle, pour ceux qui hésiteraient, qui diraient est-ce que ça vaut le coup de comprendre les rouages
d'ouvrir la montre et de comprendre les rouages depuis les coulisses. La bonne nouvelle, c'est que ça ne sabote pas l'émotion. Et ça, moi, en fait, c'est venu, je m'en suis pas rendu compte, c'est venu tout seul, mais je bénis le ciel, ou n'importe quelle entité supérieure, le doudou suprême, comme dirait Charb, je le bénis de ne pas m'avoir, de ce que les règles, la connaissance des règles n'a pas pollué mon authenticité et même, j'ai presque envie de dire, ma position de midinette quand je suis devant une œuvre d'art. Je continue, si c'est drôle, pour moi, après chacun a son sens de l'humour, mais je continue à rire de très bon cœur, je pleure, et je vous garantis, je pleure pour la 20e fois à la fin des Lumières de la ville, quand je lis comment ça s'appelle cette BD de Taniguchi qui s'appelle non, c'est pas non, c'est pas Quartier lointain, c'est ah zut. Bon, enfin c'est une autre BD, c'est un high concept de Taniguchi, comme Quartier lointain d'ailleurs, l'histoire d'un homme. Je vais vous le pitcher, mais je risque de craquer. L'histoire d'un homme qui a un accident de voiture avec un adolescent. Lui est dans une voiture et l'adolescent est sur une moto et ils ont un accident et il se retrouve avec sa conscience d'homme quadragénaire dans le corps de l'adolescent. Et il sent assez vite que ça va pas durer et que la conscience de l'adolescent va finir par revenir dans le corps de l'adolescent. Eh ben on fait une pause. Non, mais de toute façon... Ah non, mais je réponds pas, moi. Ça va, non, vous embêtez pas. Donc, je reprends. Il comprend que la conscience de l'adolescent va revenir, la sienne va disparaître, et qu'il va donc définitivement mourir. Et son objectif, c'est de dire pardon et au revoir à sa femme et sa fille. Et ben moi, à chaque fois que je lis, je me dis, quand je lis ce BD, je me mets tranquille, je la lis pas dans le métro, hein. Je me mets dans un coin et à chaque fois je craque. Donc tout ça pour dire que la connaissance des règles, aussi pointue soit-elle, n'empêche pas l'émotion, la sincérité, l'authenticité, et ça c'est franchement du bonheur. Je bénis le ciel que je puisse encore aujourd'hui voir des films, découvrir des BD, des films, des pièces, des romans, sans voilà, comme une midinette, quoi. Mais c'est vrai, avec un peu plus d'exigence, c'est vrai. Donc Un ciel radieux de Taniguchi, et alors c'est rigolo parce que j'ai une expérience assez différente de la vôtre. Il y a effectivement cette chose de moi j'ai un peu déplacé l'objet, c'est-à-dire que j'ai beaucoup vu de films, puis j'ai beaucoup lu de littérature, puis grâce effectivement j'étais à peu près à cet endroit-là au moment où j'ai lu la dramaturgie pour la première fois, et donc on va y venir, j'ai pris quelques exemples d'œuvres dont je voulais discuter. Ça m'a permis de découvrir d'autres espaces. Et en fait, au fond, la raison pour laquelle j'ai aimé vos livres, et c'est un petit peu comme vous la révélation il y a 2 ans de pourquoi vous avez écrit ces livres, moi je commence à me rendre compte qu'au fond tout ce que je fais, c'est pour découvrir des espaces d'existence, que ce soit les rencontres, les lectures, etc. Et donc très immodestement, j'ai pas épuisé le cinéma, mais j'en ai épuisé une bonne partie, la littérature pareil, et classique. Et donc là, le fait de découvrir le manga, de découvrir les romans graphiques, de découvrir d'autres littératures étrangères, etc., ça m'a ouvert d'autres espaces, des nouveaux espaces. Et donc je l'ai abordé un peu comme ça, justement pour aussi réussir à garder cet émerveillement, parce que vous appelez ça, j'oublie, authenticité, sincérité. Moi j'appelle ça émerveillement, c'est-à-dire le fait de découvrir avec sincérité. Voilà. Et donc, troisième point, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est, il y a une phrase de Jean-Pierre Léaud que j'adore dans Baiser volé, il dit un truc comme
avec sa verbe, moi l'ennui je ne sais pas ce que c'est, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un magazine à découper, un livre à colorier, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, ça c'est un sujet que j'ai du mal à comprendre, les gens qui s'ennuient. Alors, évidemment on s'entend qu'on vit dans un pays libre comme le nôtre, qu'on a des loisirs, du temps et un petit peu d'argent pour pouvoir consommer comme ces loisirs, parce que ça a un coût, même s'il y a des bibliothèques, il y a plein de choses. Et ça arrivait quand j'enseignais, je sais pas si on vous a déjà posé la question, au moment où on me demandait, des élèves qui sont à des âges 18-20 ans, comment on fait pour se connaître, comment on fait pour être cultivé, comment on commence, comment on fait. Et je trouve ça, enfin, moi ça me touchait, je trouve ça extrêmement mignon, touchant, de sincérité, de vulnérabilité aussi. Et ce qui ressemble un peu aussi à quoi faire quand on s'ennuie. Et donc souvent ce que je leur disais, c'est ça mon troisième point, c'est suivez le fil de ce qui vous intéresse. Prenez un truc qui vous intéresse, qui est bien fait, qui vous donne des émotions sincères, réelles, une belle œuvre, et puis ensuite suivez ce fil-là, tirez ce fil-là, parce que derrière il y a forcément des choses qui vous parlent, qui vont venir. Et donc c'est en ça où je vous dis encore merci pour les espaces d'existence que vous m'avez ouverts. Et alors, un des premiers, je vais vous passer la parole, mais un des premiers par exemple, c'est Pour un oui ou Pour un non de Nathalie Sarraute, qui m'a ouvert par exemple, vous voyez, alors là je vous vois sourire, à tout le nouveau roman que j'avais pas lu. Et c'est un livre merveilleux, je vous laisse en parler. Bah non, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, je suis pas un fan de tout Sarraute. Vous avez vu, j'ai dit je, hein. Mais j'aime beaucoup cette pièce. C'est une pièce de théâtre, Pour un oui ou Pour un non. Je l'ai découverte dans une mise en scène de Jacques Doillon, joué par André Dussolier et Jean-Louis Trintignant. Et formidable, je trouve. Tout ce que, enfin voilà, ce que ça dit. Alors je préfère la première moitié à la deuxième, mais c'est d'ailleurs si nos amis d'Arte nous écoutent, j'aimerais bien qu'ils rediffusent la captation de Pour un oui ou Pour un non de Nathalie Sarraute par Jacques Doillon. Ce serait sympa. Je sais pas s'ils nous écoutent, mais on va essayer de leur passer le mot. Alors ça me fait penser, donc je disais le manga, etc., toutes ces choses que j'ai découvertes grâce à vous. Et alors je voulais faire un focus sur Le Gourmet Solitaire de Taniguchi. Alors peut-être vous l'avez pas lu celui-là. Ah bah alors, je suis super heureux de pouvoir le partager avec vous, parce que à mon sens, ça ouvre un nouvel espace qui est, donc l'histoire c'est très simple, c'est un commercial japonais qui se balade, en fait il fait donc, soit il fait ses ventes, il prend des commandes, etc., donc il se balade dans différentes villes du Japon, et souvent, bah en fait, soit il déjeune, il est 11h, soit il déjeune finalement il est 16h, et il cherche un endroit où manger un petit peu sur le pouce et seul. Je trouve que ça ouvre l'espace de finalement apprécier la vie, ça passe par pas grand chose, juste d'être seul et de s'intéresser aux gens qui sont autour de nous, à ce qui se passe autour de nous. Et en fait, ce qu'il décrit dans son expérience donc, de gourmet solitaire, c'est la recherche d'un restaurant, puis le contact avec les personnes quand il arrive dans un lieu qu'il connaît pas, et aussi toutes les coutumes. Par exemple, dans certains types de bars japonais, où ils servent de la bière, il est de coutume de seulement manger des choses qui accompagnent l'alcool. Donc c'est de la nourriture qui est faite pour accompagner l'alcool. Et donc, pas de riz, parce qu'à partir du moment où on mange du riz au Japon, on considère que c'est un repas. Or, on n'est pas censé prendre de repas dans ce genre de bar. Donc quand il ose commander un bol de riz, il enfreint une règle sociale, et donc il nous raconte tout ça. Et finalement, moi j'ai le sentiment en lisant ce manga que c'est une expérience de voyage beaucoup plus forte que celle que font plein de gens en allant, je sais pas moi, peu importe l'endroit où on va, mais parce qu'ils s'intéressent pas à ce qu'il y a autour d'eux. Et vous voyez, parfois j'ai ressenti peut-être le sentiment de cette exigence du récit, ça a pu me rendre triste. Et maintenant c'est l'inverse, parce que j'ai aussi découvert des littératures comme ça, où finalement l'expérience elle est beaucoup plus fine, c'est juste de mieux ressentir ce qu'il y a autour de nous, que ce soit dans la fiction ou que ce soit dans la réalité. Et donc vraiment je le conseille à tous. Il y a une suite qui s'appelle Les Pérégrinations du Gourmet Solitaire. Et la dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que finalement, il y a aussi parfois, c'est aussi le cas pour la comédie, d'ailleurs vous en parlez, on dit la comédie c'est pas sérieux, la comédie c'est pas vraiment de l'art. Et là c'est pareil, on a pu dire le manga, voilà, c'est des choses, c'est Dragon Ball Z, alors que pas du tout. Et en fait, au fond, ce que j'ai envie de dire là, c'est du sens, il y en a partout dans la vie,
Et il y en a partout dans les œuvres, dans toutes les œuvres. Et il suffit de trouver les belles œuvres. Et donc en suivant ce fil, donc les premiers fils que j'ai tirés grâce à vous, je suis arrivé au Gourmet Solitaire, après Quartier Lointain, et après je suis arrivé à un manga dont on m'a parlé qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. Je sais pas si vous avez lu ça. Ah, je suis super heureux de vous faire découvrir ça. Il y a 70 tomes. Et en fait, c'est un seinen, donc c'est pour les jeunes adultes. Et ça raconte une sorte de lutte fratricide pour la collection de vins extraordinaire d'un grand amateur d'art. Mais au fond, c'est une initiation au vin. Et donc c'est une initiation au goût, encore une fois. Et quand on s'initie au goût, à déguster, à apprécier le vin, on s'initie aussi à apprécier la vie. Et il y a une phrase qui est merveilleuse qui dit, je crois que je l'ai noté, celui qui aime les vins aime tous les vins, même les mauvais. Et du coup, vous voyez là, il y a encore une règle de vie. Et maintenant, ça m'a fait comprendre que j'avais envie d'apprécier les choses de cette manière-là. C'est-à-dire d'aimer tous les films, même les mauvais, aimer tous les vins, même les mauvais, aimer tous les gens, même les mauvais. Et ça me fait penser, je vais vous passer la parole, à Godard qui disait qu'il n'aurait jamais commenté la vie de Jacques Becker, mais qu'en revanche, il trouvait Montparnasse 19 raté, mais qu'il trouvait ce ratage magnifique. Eh ben, merci des recommandations. J'ai conscience que je vais mourir le plus tard possible, hein, et en bonne santé. Mais je vais mourir sans avoir tout lu, tout vu, tout écouté, tout rencontré, tout visité. Et dans ce que j'aurai loupé, il y aura des chefs-d'œuvre. Donc, mais ça me dérange pas. J'ai fait le deuil de ça en fait, en partie parce que quand je ne découvre pas un chef-d'œuvre qu'on me recommande, je ne fais pas rien, je fais autre chose. Et que j'essaye de rendre plutôt signifiant et utile et agréable. Donc ça va, quoi. Voilà. Je pensais pas que Godard serait si souvent cité lors de cette discussion. Mon vieil ami Jean-Luc, qui disait, parce qu'il aimait bien les bons mots, Jean-Luc Godard, et il disait, quand on est au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse. Et moi, j'avais envie de lui répondre, mais Jean-Luc, fous ta télé sur ton frigo et t'arrêteras de nous faire chier avec tes bons mots. Hein. Il y a juste quelques œuvres dont j'aimerais qu'on parle, juste quelques mots, vous donner la parole sur ces œuvres-là, parce que moi, ces œuvres, soit que j'ai découvert grâce à vous, soit que j'ai adoré et que j'ai encore plus apprécié en vous lisant. Alors, je vous donne les trois d'un coup et puis vous ferez ce que vous voudrez. Il y a La Poison de Sacha Guitry, que je connaissais, mais alors absolument pas, donc j'avais jamais entendu parler de ma vie, et que j'ai trouvé mais d'un régal, d'une ironie, mais... Et vous voyez, souvent je l'ai recommandé, et à chaque fois que je dis que c'est en noir et blanc, les gens veulent pas la voir, mais il faut regarder des films en noir et blanc, parce qu'il y a des choses merveilleuses, tout bien, on en a déjà parlé. Édipe, qui moi aussi est ma pièce préférée, et notamment parce que, et je l'ai lu, j'ai lu la version de Cocteau, enfin toutes les versions, etc. C'est tellement polysémique, c'est tellement pluriel, c'est tellement... Il y a de la psychologie avant que la psychologie existe, etc. C'est fascinant à tous les égards, donc je sais pas si vous avez envie de dire un mot pour donner envie aux gens de lire cette œuvre, qui paraît être immense et inaccessible, alors qu'au fond c'est l'inverse. Je crois que c'est une des œuvres les plus accessibles qui existent. Et puis, c'est vrai, j'ai découvert Twin Peaks, grâce à vous. Twin Peaks, la série de David Lynch, grâce à vous. Ah, vous en aviez parlé, non? Ah, bah peut-être que, alors, peut-être vous en aviez pas parlé en bien, mais ça m'a donné la curiosité d'aller le voir. Et en fait, Twin Peaks ça a été une révélation pour moi, parce que j'avais vu beaucoup de films, et j'étais passé à côté de ça. Et en fait, c'est le premier moment dans ma vie où je me suis dit, en fait, pour revenir à la conversation, des chefs-d'œuvre, il y en a vraiment partout, dans toutes les cultures, sous toutes les formes, enfin tous les médiums, et donc il faut continuer de les chercher, parce que effectivement, on peut pas tout lire, tout voir, mais en revanche, c'est vrai, moi j'ai un peu cette obsession du temps, et donc j'ai beaucoup plus de mal à me dire, là je vais passer 2 heures à regarder un truc qui a pas d'intérêt. Je vais revoir que des chefs-d'œuvre. Et c'est pas possible, évidemment, j'y arrive pas, mais en tout cas, j'essaie. Alors moi, j'ai une bonne technique pour gagner du temps, c'est d'arrêter d'arrêter de voir, en fait. Et ça, je fais ça tout le temps. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de films, de séries, de bandes dessinées, de romans. Mais des romans, de toute façon, j'en lis assez peu, mais que je n'ai jamais terminé. Mais c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes. J'ai jamais vu
une œuvre commencer comme du Max Pécasse et finir comme du Lubitsch. Donc quand ça commence comme du Max Pécasse, j'arrête au bout de 20 minutes, puis voilà, je fais autre chose de ma vie. Donc ça, c'est une très bonne technique, ça marche très très bien. Et après, c'est un deuil à faire, parce que parfois, on a envie de donner sa chance au travail, à l'œuvre, on se dit, peut-être que je suis en train de louper quelque chose, et bon, moi, j'ai pas cette difficulté-là. Sur Twin Peaks, alors c'est fascinant, parce que je suis ravi de donner envie à mes lecteurs de découvrir la vie, on en parlait tout à l'heure, La vie de Galilée, ou Maison de poupée, ou ces pièces-là, ou Édipe Roi. En revanche, Twin Peaks, c'est pas une série qui m'a emballé, donc c'est extraordinaire que j'ai pu vous donner envie. En fait, je la cite, en effet, dans la dramaturgie. Donc voilà, après ça vous donne... sur La Poison, j'en parle j'en cite une des plus belles scènes dans l'essence de la comédie, la scène avec l'avocat, qui est une scène de comique de situation formidable. Et pour moi, c'est la meilleure œuvre de Guitry. Bon, je connais pas tout Guitry, parce qu'il a écrit un paquet de pièces de théâtre, mais de ses films et de certaines de ses pièces, et c'est ce que j'ai préféré. Je trouve que c'est très simple, et il exploite vraiment son sujet, et puis ça a du sens en plus. Ça dit quelque chose sur le métier d'avocat, non, c'est vraiment un joli, surtout sur le métier d'avocat d'ailleurs, je trouve. Édipe Roi, pour donner envie aux gens de le lire, c'est un suspense extraordinaire. C'est pas une enquête, c'est une enquête, mais c'est une enquête. Édipe est enquêteur, c'est l'enquêteur de la pièce, et son objectif, c'est de trouver un coupable. Bon, on peut résumer comme ça, d'une certaine façon. Sauf que, contrairement à un whodunit d'Agatha Christie ou des experts, ou enfin toutes ces séries, il n'y a pas de mystère, puisque dès le départ, on sait qui est le coupable. C'est l'enquêteur lui-même. C'est Édipe le coupable. Il y a une scène sublime, absolument extraordinaire, au début du deuxième acte, quand il va voir le devin, qui s'appelle Tirésias, qui est aveugle. Alors l'histoire de Tirésias, elle est fabuleuse. Il faut lire la genèse de Tirésias dans les Métamorphoses d'Ovide. Il a connu les deux sexes, Tirésias. Il a été une femme et un homme. Enfin bon, il a été manipulé par Héra et Zeus. Bon, mais en tout cas, il est devenu devin, aveugle, et Édipe va le voir et lui demande des renseignements, et Tirésias, au début, refuse de donner la réponse. Alors Édipe s'énerve, et Tirésias finit par lui dire, écoute, le coupable que tu cherches, c'est toi. Et la scène est très belle, parce que à ce moment-là, Édipe refuse d'entendre, il refoule. Donc la pièce de Sophocle parle beaucoup d'inconscient, c'est pas un hasard si Freud l'a reprise à son compte et a écrit dessus. Il refoule l'information, il refoule la vérité, et il part dans une enquête, sauf que nous, on croit Tirésias dès le début du deuxième acte, et donc en fait, toute la pièce, c'est comment petit à petit, Édipe va arriver à la vérité qu'on lui a offerte au début, mais qu'il a refoulée, et comment il va finalement admettre l'évidence, enfin l'évidence. Et ce qui est très très beau, c'est que cette vérité, elle est source de souffrance intense. Et donc, Édipe, petit à petit, s'approche de la souffrance ultime, quoi. Donc il y a du suspense, il y a un suspense fou en fait dans Édipe Roi. C'est une pièce passionnante pour ça. Moi j'adore. Ouais, le moment où Édipe comprend qu'effectivement le Tirésias avait raison, qu'il est le coupable, le moment de la révélation, c'est un déchirement, c'est un des plus beaux déchirements de l'histoire du récit. Je suis d'accord. Ça me fait penser à un livre de Carl Rogers où il dit que finalement, quand il voit des patients venir dans son cabinet, ils sont à la fois à la recherche de la vérité, de leur vérité, et terrifiés par la possibilité de la découvrir.
Donc il y a ça aussi qui est sublime en creux quand même dans la pièce. Ouais, du 3 c'est une psychanalyse. Ouais, qu'on peut refaire de manière perpétuelle en relisant, c'est ça qui est fascinant. Ouais. Alors, je reviens sur un truc que j'avais dit tout à l'heure, j'ai appris que j'étais drôle grâce à vous. Enfin, c'était un process, hein, ça s'est fait en plusieurs fois, mais aux conférences que vous aviez données, dont on parlait tout à l'heure sur la comédie, sur des choses très précises, j'ai compris dans un premier temps pourquoi pourquoi je ne riais pas dans certains cas. Je suis difficile à faire rire. Et pour le dîner de con, donc par exemple, qui, moi, est un des films dont je vais dire le plus souvent, j'aime pas le dîner de con, en fait, c'est pas que j'aime pas, j'ai compris ça, c'est que ça ne me fait pas rire. Et parce que je suis trop en empathie avec le personnage principal, probablement parce que l'humiliation est quelque chose qui résonne chez moi, et donc, Le personnage principal. c'est le Pinon, ouais. Et donc, comme l'humiliation qu'il subit m'est insupportable, ça me fait pas rire du tout. Je trouve que c'est extrêmement cruel. Et je trouve que c'est des salopards, et ça me parle pas du tout. Et voilà. Mais du coup, grâce à vous, vous voyez, c'est quand même hyper important. J'ai compris pourquoi cette pièce a appuyé quelque part chez moi où ça faisait mal, et pourquoi elle me faisait pas rire. Et c'est ok. Pour autant, j'adore d'autres films de Francis Weber. Et à l'inverse, le Père Noël est une ordure me fait pas rire non plus, mais parce que c'est trop théâtral et que je regarde les choses avec trop de distance, et ça je l'ai compris là récemment en lisant l'essence de la comédie, et donc ça me fait pas rire non plus. Et en fait, à la fin, en réfléchissant, là, en préparant, je me suis demandé si finalement on riait ou pas en fonction des grandes blessures narcissiques qui sont les nôtres. Est-ce que c'est pas ça qui nous fait rire ou pas? Oui, 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 bien sûr, il y a de ça. Sur le dîner de con, c'est vrai que c'est cruel. Et comme j'essaye de l'expliquer dans l'essence de la comédie, pour rire, il faut deux critères indispensables. Un décalage, mais pas seulement, il faut du détachement. Si vous n'êtes pas détaché, et là dans le cas du dîner de con, vous n'êtes pas détaché, vous n'avez pas assez de distance émotionnelle. Un détachement, c'est synonyme de distance émotionnelle, ou distance d'empathie, on va dire. Si vous n'avez pas assez de désempathie vis-à-vis de Pignon, vous trouvez ça insupportable. Parce que Weber, pourtant Weber, il adore Pignon, mais il se moque de lui en long, en large et en travers. Et Pignon en prend plein la tronche. Et si vous êtes avec Pignon, alors ce qui est très intéressant, c'est que vous avez qualifié Pignon, donc Jacques Villeray dans le film, de personnage principal. Et d'après mon analyse, il est en effet le personnage principal, mais il n'est pas le protagoniste. Structurellement, le protagoniste, c'est Brochant, c'est Thierry Lhermitte. C'est avec lui, c'est d'ailleurs Thierry Lhermitte qui souffre le plus. Weber se moque de Pignon, Brochant se moque de Pignon, mais celui qui vit le plus de conflits, qui a un tour de rein, qui a une rupture sentimentale sur les bras, qui angoisse de savoir où est sa femme, et qui a pour seule assistance le roi de l'empereur mondial de la boulette, c'est Brochant. C'est Brochant qui vit le plus de conflits. Mais on peut se dire, il le mérite. Parce que Brochant, à sa façon, c'est un con. C'est un type arrogant, qui se moque des autres. Donc il mérite tous ces emmerdes. En revanche, le pauvre Pignon, il est inoffensif, Pignon. Enfin, inoffensif, pas tout à fait, mais bon, il est gentil, il est compassionnel même d'ailleurs. C'est un personnage très riche, Pignon. Et Weber s'en moque. Brochant et Weber s'en moquent. Donc je peux comprendre que ça vous touche. Et que moi, j'ai dans ma famille une dame qui ne rit pas pareillement au dîner de con. Bon, globalement, ça a fait rire pas mal de gens, mais et c'est respectable, ça ne se discute pas. Et qui, pareil, comme vous, alors elle a une histoire, donc on revient à la question sur les blessures narcissiques. Elle a été harcelée à l'école quand elle était gamine, elle a eu beaucoup de blessures d'enfance, et elle aime pas beaucoup qu'on se moque des gens, des autres. Donc le dîner de con, c'est trop cruel pour elle, et je le respecte pleinement. Ça se discute pas.
Alors c'est rigolo parce qu'en vous écoutant, je me disais effectivement, peut-être que je l'ai pas compris, le dîner de con, et que c'est de Brochant, Thierry Lhermitte, dont on se moque, ou en tout cas dont on montre les travers, voilà. Mais alors c'est rigolo, ça peut amener une autre question qui a beaucoup été posée d'ailleurs au moment de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est est-ce qu'on rit avec ou est-ce qu'on rit d'eux? Et au fond, j'ai aussi ce même problème avec le film de Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs. Personnellement, j'ai pas envie d'avoir des amis comme ça, et je suis du côté du jardin, et donc très très vite au début du film, je lâche, parce que je me dis, mais ça montre des êtres humains qui m'intéressent pas, et peut-être que de ce côté-là, je suis du côté d'Hitchcock, j'ai envie que le récit, ou le cinéma encore plus, ressemble à un rêve, et qu'on montre comment la vie peut être merveilleuse, comment ça peut m'ouvrir des espaces d'existence, comment ça peut me donner ouais, je sais pas, me libérer, etc. Alors que montrer cette médiocrité-là, moi je le comprends pas, voilà, c'est ça. En fait, au fond, et effectivement, je suis comme vous, je juge pas les gens que ça fait rire, voilà. Sauf peut-être quand je sens chez eux une identification avec Brochant. C'est-à-dire, ah ouais, moi aussi je suis comme ça, moi aussi. Je trouve que le point négatif, c'est que peut-être, en tout cas je le vois comme ça, moi de mon point de vue, puisque je comprends pas, c'est que ça peut légitimer des comportements cruels ou humiliants, ou mais peut-être pas du tout. Peut-être que je prends ça trop au sérieux. Dîner de con? Oh non, non, ça légitime pas. Non, non, ça permet. Non, non, ça légitime pas les comportements cruels, je pense pas. Sur les petits mouchoirs, je me souviens pas assez bien du film, mais un bon moyen de rendre des personnages antipathiques ou médiocres attachants, c'est de leur faire vivre du conflit. Ça marche très très bien. Vous faites vivre du conflit à des pauvres cons et tout de suite, vous êtes avec eux. Et le détachement, c'est quand même une composante, j'insiste beaucoup dans le livre, dans l'essence de la comédie là-dessus, parce que, et je cite cet exemple, est-ce que vous étiez à cette conférence où j'ai montré sur la comédie donc, où j'ai montré le reportage sur le chauffeur de taxi thaïlandais? Ça vous dit quelque chose? J'en parle dans le livre. C'était un reportage sur les routes les plus dangereuses du monde. Et donc on suivait un type qui s'appelle Pralong, qui est chauffeur de taxi thaïlandais, et qui a eu une dizaine d'accidents de voiture, mais graves, dans sa vie. Et ça commence de façon terrifiante, quoi, le documentaire. Moi, je suis tombé dessus par hasard, je sais plus à quelle occasion, comme ça, en zappant, et je regarde ça, et je me dis, waouh! Il y a une photo en particulier du taxi de Pralong encastré entre une benne à ordures et un bus, et honnêtement, on dirait une compression de César, et c'est impossible d'imaginer qu'il a pu s'en sortir, en fait. Mais si, il s'en est sorti. Alors, il a quand même une jambe en moins, des côtes cassées, des bras cassés, des broches, des trucs, des machins, etc. Donc, il y a une espèce d'accumulation, et à la fin, il en parle de façon très distanciée, sans pleurnicher, et à la fin, il ouvre son t-shirt, il soulève son t-shirt, et il montre son ventre, qui est bardé de cicatrices, c'est un champ de bataille, et le truc qui m'a fait, et là de plus en plus, je commençais à rigoler, et quand il nous explique, on voit son nombril qui a été déplacé de 5 ou 10 cm sur la droite, là j'ai explosé de rire. Et je montre ce documentaire lors d'une conférence sur la comédie, et la plupart des participants soit sourient, soit rient, soit comprennent le principe. En fait, le principe, c'est un principe classique en comédie, c'est l'accumulation. C'est-à-dire, au début, on est oh, quelle horreur, et puis au bout d'un moment, il y a tellement de malheurs qui s'accumulent que ça peut devenir drôle. Mais, quand j'ai donné cette conférence, il y avait une dame, d'origine asiatique en plus, qui a trouvé ça absolument pas drôle, qui était outrée, qui m'a traité de pervers. Je crois même qu'elle est partie au bout d'un moment. Et je comprends. Et elle illustre parfaitement la question du détachement. Si vous n'êtes pas détaché, si vous identifiez, si vous êtes en empathie totale avec la personne dont on se moque, vous n'allez pas rire. Ça ne fonctionne pas. Il faut un décalage, parce que ça c'est
le critère essentiel pour créer de la comédie, mais il faut aussi du détachement. Le décalage, il est vécu par la victime, mais le détachement, lui, il est ressenti par le récepteur, par l'auteur déjà, parce que l'auteur, s'il se moque, c'est qu'il est détaché, et aussi par le récepteur. Si le récepteur n'est pas en désempathie, il rira pas, ça fonctionne pas. Alors je me souviens en effet, vous m'avez ravivé le souvenir, je crois qu'il est parti. Et alors c'est rigolo parce que c'est là, vous en parlez en détail dans l'essence de la comédie, et vous citez après une scène des vacances de Monsieur Hulot où la triade marche bien, justement par accumulation. C'est-à-dire que il gratte une allumette pour allumer sa pipe, et puis il la jette parce que ça marche pas, et puis une deuxième allumette, puis on lui passe un briquet, et puis il le jette par la fenêtre. Si juste il jette le briquet par la fenêtre, c'est pas drôle, mais le fait qu'il ait jeté 2 fois l'allumette avant, il prépare justement son mécanisme pour que ce soit drôle. Et ça me fait penser que c'est un peu l'inverse dans le drame. C'est-à-dire dans le drame, c'est l'inverse. Il faut qu'il y ait une identification qui soit forte pour qu'au contraire on soit dans l'émotion, dans la souffrance de l'autre, etc. Et justement, là le détachement sort complètement de l'émotion. Et au fond, c'est toujours le même sujet. C'est-à-dire que quand on est détaché parce qu'on n'a pas vécu les mêmes blessures, ça m'a permis de comprendre ça aussi, la lecture de l'essence de la comédie, c'est que parfois, quelqu'un vous raconte ce qu'il a vécu, ou vous raconte ce qu'il vit, ou vous raconte l'histoire de quelqu'un qu'il connaît, et ça vous touche moins que lui, on sent qu'il y a une distance émotionnelle, et en fait j'en suis venu à la conclusion que c'est parce qu'on n'avait pas les mêmes blessures, et donc on comprend moins, se met moins à sa place. Mais c'est aussi ce qui me gêne avec les mises en abîme. C'est-à-dire que les mises en abîme, je trouve que parfois, et c'est un peu à la mode depuis quelques temps, l'autre jour j'étais au Français, c'était une pièce de Brecht au Français, et il y avait une mise en abîme qui était permanente. Ça sort quand même de l'émotion, de l'identification, et ça je trouve que j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu, parce que pour les gens lambda, c'est un truc qui est pas clair, je crois. Je ne sais pas ce qui n'est pas clair, mais dans le cas de Brecht, c'était le spécialiste mondial, le grand théoricien de ce qu'il appelait la distanciation, parce que Brecht considérait que le théâtre est trop aristotélicien, et que son côté aristotélicien, c'est-à-dire cette faculté à créer de l'émotion chez le spectateur et à couper la raison, parce que l'émotion l'emporte sur la raison. Quand vous êtes dans l'émotion, vous ne réfléchissez plus. Ça, comme disait Pascal, toujours le même Pascal, Blaise Pascal, l'amour a des raisons que la raison ignore. Et ce pouvoir qu'a la dramaturgie de susciter des émotions épouvantait Bertolt Brecht, qui trouvait que c'était presque un pouvoir fasciste, en fait. Et donc il s'efforçait, il s'ingéniait dans ses représentations, pas seulement aussi dans l'écriture, mais surtout dans les représentations, à créer de la distanciation, qui est une forme de détachement, en fait, pour qu'on ne soit pas dans l'émotion, qu'on soit dans l'intellect toujours. Et heureusement pour moi, et pour plein d'autres gens, il y a un Brecht théoricien et il y a un Brecht dramaturge. Et heureusement pour moi, malgré les théories brechtiennes de ce qu'il appelait le théâtre épique par opposition au théâtre aristotélicien, Brecht est un extraordinaire dramaturge. Et quand vous regardez La vie de Galilée, Mère Courage et ses enfants, ou Le cercle de craie caucasien, vous pouvez être très ému. Dans Mère Courage et ses enfants, il y a une scène. Alors vous pouvez mettre toute la distanciation, tout le détachement que vous voudrez, mais la scène où Mère Courage est obligée de reconnaître le corps de son fils en cachant qu'elle le connaît, parce que sinon, si les soldats qui lui amènent comprennent que c'est son fils, elle est dans la merde. Donc elle découvre la mort de son fils, de l'un de ses fils. Elle a 2 fils et une fille, et elle est obligée de cacher son émotion. Cette scène est poignante, absolument poignante, une jolie scène d'ironie dramatique, et c'est une scène très émouvante. Et les metteurs en scène, Brecht le premier, parce qu'il l'a fait jouer par sa femme, Hélène Weigel, cette scène,
Brecht a beaucoup de mal à créer de la distanciation sur une scène pareille. Donc, il avait beau cracher sur le théâtre aristotélicien, il a écrit du théâtre qui est très aristotélicien quand même. Mais je peux imaginer que des metteurs en scène contemporains montent Brecht en respectant cette doxa du théâtre épique, de la distanciation, et donc s'efforcent à tout prix tout le temps, donc créent des mises en abîme en effet pour vous empêcher d'être dans l'émotion, quoi. Une dernière petite question, et après on passe aux questions de la fin très courtes. Il y a un truc que j'adorais aussi dans l'essence de la comédie, c'est toutes les œuvres que vous évoquez qui finalement qui mélangent les deux, c'est-à-dire le rire et les larmes. J'ai pris 3 exemples et je vous laisse en prendre un. On évoquait tout à l'heure le pianiste, je crois que c'était en off, une scène au tout début, à la toute fin, que j'adore, qui vient du coup donner un sens circulaire au récit. Vladek qui joue au piano, etc. Donc si vous avez envie d'en parler. La vie est belle, où on a les deux tout le temps. Et puis un film que moi j'adore, c'est J'ai engagé un tueur d'Aki Kaurismäki avec Jean-Pierre Léaud. Ah bah c'est dommage, j'invite vraiment tout le monde à le voir pour faire le pitch en 2 secondes. Donc c'est Jean-Pierre Léaud, un âge intermédiaire, 45 ans, toujours avec son jeu extrêmement vivant, qui a un petit employé qui vit à Londres. Sa copine le quitte, il décide de se suicider, mais comme il est trop maladroit, il n'y arrive pas. Et donc, il va se rendre dans un quartier un peu louche pour engager des tueurs en série pour l'abattre. Donc déjà, il y a une première scène où en fait, il leur donne l'argent avec une photo, et quand ils regardent la photo, c'est lui. Donc voilà. Et puis après, ils essaient de le dissuader parce qu'ils le trouvent sympathique en fait. Et puis finalement, il va les convaincre de prendre le contrat et qu'en fait, ils partent à ses trousses. Finalement, ils se rendent compte qu'il veut pas mourir. Donc on a vraiment les deux, c'est assez tendre et on rit comme on pleure de sa détresse. Voilà, je vous laisse évoquer ça mieux que moi. Alors, je n'ai pas vu le film réalisé par Kaurismäki. C'est le même sujet que Les Tribulations d'un Chinois en Chine et d'autres. Enfin, c'est pas. Mais la scène avec la photo est déjà comiquement est chouette, elle est jolie. Ouais. La vie est belle, ouais, bah c'est un joli exemple. La vie est belle, je cite la scène de traduction de ce film à un moment dans le livre parce que je me souviens très clairement quand j'ai découvert le film au cinéma, c'est une scène au cours de laquelle j'ai à la fois ri et pleuré. Et j'en parle dans le livre parce que je me pose cette question. Là, on vient de parler de détachement, de distance émotionnelle. Bergson lui-même, dans Le Rire, dit que il n'y a pas de pire ennemi au rire que l'émotion. Et donc je me suis posé cette question, comment se fait-il que j'ai pu rire et pleurer en même temps, alors que la comédie fait très mauvais ménage avec l'émotion, quoi, avec l'empathie. Et bon, ma réponse, je laisse nos auditeurs la découvrir dans le livre, mais en gros, ma réponse, c'est que dans cette scène-là, en particulier la scène de traduction, ce qui m'a fait rire n'était pas ce qui m'a fait pleurer. C'est-à-dire qu'il y a 2 causes simultanées qui justifient que on puisse à la fois rire et pleurer. Et je donne d'autres exemples, mais en revanche, si vous créez une empathie forte sur la cause du rire, bah là, vous sabotez le rire, vous sabotez la comédie. Oui, La vie est belle, c'est un joli exemple. Il y en a plein. Moi, j'aime beaucoup une comédie à l'italienne qui s'appelle La Grande Guerre, réalisée par Monicelli, et qui donc parle de la guerre 14-18, mais à l'italienne, façon comédie à l'italienne, avec Vittorio Gassman, donc les 2 plus grands acteurs de la comédie à l'italienne, Vittorio Gassman et Alberto Sordi, qui sont sublimes. Et c'est je trouve une comédie très poignante, parce que les auteurs ne se défilent pas. Il y a des moments tragiques, il y a des moments vraiment, ils se moquent pas, en fait, c'est-à-dire il y a une distance à l'italienne
il y a de la lâcheté, il y a des combines, bon, comme ils sont si forts pour le faire, mais quand ça doit être poignant, c'est poignant, quoi. Et le mélange est magique, magique. Et ma recommandation dans mon livre, c'est oser tous les mélanges, oser tout, parce que tous les mélanges sont possibles. J'explique qu'il y a un tout petit peu d'humour dans Les Dents de la Mer, il y a un tout petit peu d'humour, il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous le concède, mais dans Alien, et parfois, par moments, dans des grosses comédies, vous avez un petit moment d'émotion. Dans Les Fugitifs, par exemple, de Francis Weber, vous avez le moment où la gamine se met à parler, c'est très émouvant. Et ça marche. C'est ça mon discours, c'est que ça marche. Donc ça marche parce que c'est la vie. Parce que la vie est comme ça. La vie est faite des deux dimensions, sérieux et comique. Alors, les questions de la fin, parce qu'on fatigue tous les deux, je crois. C'est quoi le bruit ou le son que vous préférez, Yves? Le rire d'un enfant. Ouais, c'est très cohérent. Le mot que vous préférez? Oh, c'est dur ça. Le mot que je préfère. Il y en a plein, je sais pas, allez, authenticité. Alors, on a parlé beaucoup d'œuvres, j'imagine que, enfin, puis vous en citez énormément dans vos propres œuvres, mais est-ce qu'il y a une œuvre ou une personne qui vous a vraiment ouvert un espace d'existence? Parce que moi, c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, qui vous a ouvert un espace d'existence. C'est-à-dire qui vous a permis d'avoir un déclic, où vous vous êtes dit, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé, qui était important. Oui, il y en a pas mal. J'ai beaucoup aimé lire Paul Václavic, qui est l'un des psychothérapeutes de l'école de Palo Alto, en particulier La réalité de la réalité. Mais je pense que les deux livres qui m'ont vraiment donné une sacrée claque, c'est Tragedy and Comedy de Walter Kerr. Bon, je n'ai pas la peine de traduire. Et Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Ils m'ont vraiment, là vraiment, ça a été des révélations. Ouais, ça fait partie des livres que vous citez le plus, d'ailleurs. Ok. Alors, je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'adore ces livres, je les ai lus aussi. J'invite tout le monde à aller les regarder. Notamment Psychanalyse des contes de fées. Si vous, moi, alors, je l'ai lu. J'ai la particularité de le lire. Alors, j'ai pas d'enfant, mais c'est vrai que je l'ai offert à beaucoup de mes amis. Quand ils sont devenus parents, je leur ai pas offert des fleurs ou des vêtements pour les enfants, mais je leur ai offert ce bouquin parce que je trouve que c'est une bonne aide. Et alors, dernière question, elle est un peu pour moi cette question, qui est-ce que vous souhaiteriez que j'invite dans le podcast dont vous trouvez que le parcours ou les engagements ou l'œuvre mériterait d'être partagé, toujours dans cette idée effectivement de donner d'autres modèles, créer d'autres mythes, ou en tout cas, je relève créer d'autres mythes, mais en tout cas, donner la possibilité d'ouvrir des espaces d'existence. Oula, alors, dans notre domaine, le cinéma et la narration, il y a un scénariste français qui s'appelle Marc Herpoux, et Herpox, et qui anime de temps en temps des masterclass. Et en particulier, il a une masterclass sur le genre, ou les genres, qui est absolument brillante. Et alors, il se trouve que Marc Herpoux a une formation de philosophe. C'est un type très carré, et j'ai jamais lu ou entendu sur le genre quelque chose d'aussi brillant, d'aussi passionnant. Mais malheureusement, il n'a pas, en tout cas pas encore, Marc, si tu nous écoutes, tu sais ce qu'il te reste à faire, écrit de livres sur le sujet. Donc je vous invite à vous inscrire à l'une de ces conférences sur le genre, qui sont vraiment passionnantes. Voilà, donc ça pourrait être lui, sinon Violaine Guérin,
Violaine Guérin, dont j'en ai parlé tout à l'heure, qui est endocrinologue et psychothérapeute, qui a fondé une association et un site internet qui s'appelle Stop aux violences sexuelles, dont j'ai lu 3 livres, je crois, sur les violences sexuelles, sur enfants. Passionnant, très très juste. Monsieur Macron devrait les lire, ces livres, ça lui changerait, ou alors qu'il les fasse lire par Monsieur McKinsey, qui est payé avec nos impôts pour donner des conseils. Ça les inspirerait peut-être, tous ces gens-là. Mais Violaine Guérin, elle a beaucoup, alors elle a des positions sur le Covid, sur la vaccination qui m'échappent, mais sur les violences sexuelles, ce qu'elle dit est comment dire, précieux, puissant, indispensable. Alors là, elle a écrit, elle, donc vous pouvez lire ses livres et puis l'admirer. Alors je vais écrire à Violaine Guérin, d'autant que j'en profite pour le dire, même si les podcasts vont être diffusés tous, enfin pas tous en même temps, mais en tout cas à la suite. Dites oui, les femmes, parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des oui de femmes, alors que moi j'essaie de faire 50-50. Pour la première saison, il y avait 50-50. Mais c'est beaucoup plus difficile pour moi d'obtenir des oui de femmes qui font des choses que je trouve inspirantes et que j'aimerais partager. Donc s'il vous plaît, dites oui et venez dans le podcast pour qu'on puisse en parler. Voilà, à très vite et merci beaucoup Yves. Je vous invite tous donc à lire l'ensemble de ses écrits, la dramaturgie, l'essence de la comédie, construire un récit et analyser un scénario, entre autres, parce que ça va vous rendre plus vivant et que vous allez vous amuser. Et l'institutrice, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Il a fallu faire des choix, donc je le dis. On aurait pu parler aussi de Oui Mais. On en a parlé tout à l'heure en off, qui est votre premier long métrage, qui est un très très beau. C'est de la dentelle. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était de la dentelle sur qu'est-ce que c'est que devenir un adulte, puisque c'est un personnage qui est à l'âge un peu entre l'adolescence et l'âge adulte, à quelle résistance on fait face chez soi et chez les autres, et comment un psychothérapeute peut vous aider à les dépasser et vous expliquer les jeux qui se déroulent et comment justement surfer un petit peu dans les espaces qui vous sont accessibles. Voilà, merci beaucoup encore Yves, et à très vite. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses et peut-être même pris conscience d'autres choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez ce podcast avec vos proches et si vous voulez me suggérer des invités ou des thèmes d'entretien, sur ce sujet je suis particulièrement à l'écoute. Et si vous avez des remarques ou des commentaires, vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode. À bientôt pour justement le prochain épisode.